Je m'appelle Irène Favier, je suis actuellement maîtresse de conférences en histoire contemporaine sur un poste qui est fléché extra-européenne et je suis titulaire depuis septembre 2015 à l'université de Grenoble-Alpes. J'ai soutenu une thèse en 2014, en décembre, intitulée La convoitise des confins, lutte foncière et redéfinition du national dans le Haut-Maragnon péruvien de 1946 à 2009. Je l'ai soutenue sous la direction conjointe de Daniel Tartakovsky à Paris 8, où j'étais inscrite en thèse et je faisais mon monitorat, et d'Olivier Compagnon, qui était à ce moment-là professeur à l'IHEL, où je donnais par ailleurs quelques cours en master. Alors avant qu'on en vienne au sujet proprement dit de ta thèse, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours, que tu nous dises un peu, qu'est-ce que tu as fait avant de te lancer dans cette thèse? Tu as fait une licence de quoi? Un M1, je suppose que toi, tu es l'époque du M1 et du M2 sur quoi? Pourquoi? Et qu'est-ce qui t'a amené, vers, ces études, d'histoire, sur le Pérou? Alors moi j'ai un parcours universitaire traditionnel du point de vue de l'histoire, peut-être moins du point de vue de l'hispanisme. J'ai fait 2 ans de prépa, à la suite de quoi j'ai intégré l'ENS à Ulm. J'ai enchaîné, enfin, j'ai tout fait en fait en histoire française. Je travaillais à ce moment-là sur l'histoire du travail. Et j'étais à cheval sur la fameuse réforme de la masterisation. Donc j'ai une maîtrise, une agrégation et donc un M2. Donc voilà, je suis de la génération charnière, on va dire. Et j'ai à ce moment-là pas du tout rencontré l'Amérique latine puisque j'ai fait donc du coup l'équivalent de mon M1 et de mon M2 à chaque fois sur des conflits du travail, l'un dans le sud de la France, l'autre dans l'est de la France. Et c'est pendant l'agrégation que j'ai rencontré l'Amérique latine grâce à la géographie qui avait mis cette question-là au concours de façon assez heureuse, je dois dire. Bon, et c'est ça qui t'a donné envie de faire une thèse sur, sur ce sujet-là? Oui, ça m'avait beaucoup plu. J'avais à cette occasion découvert aussi le cinéma, parce que je m'étais un peu intéressée, du coup, à la fois à la fiction, au documentaire. Bon, c'était la façon agréable de survivre à la préparation, à l'agrégation. Et il se trouve que, entre-temps, aussi entre mon agrégation et mon M2, je suis partie en échange comme ce que les anglophones appellent les teaching assistants à l'Université de Californie, à Los Angeles, qui a suscité chez moi en tout cas un intérêt pour les Amériques dans leur ensemble. Et quand je suis rentrée, j'avais pas très envie de faire une thèse sur la France, aussi chère à mon cœur son histoire soit-elle, que je continue à l'enseigner, ça m'intéresse, etc. Mais j'avais envie d'autres choses. Et du coup, je suis allée voir Olivier Compagnon, que j'avais entendu à l'ENS sur ces questions, sur ces thématiques à lui, qui m'a proposé de travailler sur les Andes, qui était une région du coup du cône sud, enfin de l'hémisphère sud assez peu traitée jusqu'à enfin, à ce moment-là, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu le Pérou et que je suis partie pour faire ma thèse. Bon alors parle-nous du sujet. Pourquoi ce sujet-là, formulé de cette façon-là? Alors, ce qui a attiré mon attention pour l'Amazonie, puisque du coup c'est sur cet objet-là, en tout cas, que ma thèse portait, c'était bon, déjà sur la dimension transnationale de cet espace qui en soi est assez fascinante, quoi, parce qu'elle interroge les constructions nationales, mais peut-être par le biais. J'aimais bien l'idée d'interroger par la marge les objets centraux de l'historiographie traditionnelle, tels que l'État-nation, la construction des appareils étatiques, bref, les conflits frontaliers, etc. Donc là, on était en plein dedans. Donc, il se trouve que j'ai étudié l'Alto Marañón, qui est une région elle-même située à la périphérie de l'Amazonie et à cheval sur la frontière équatoriano-péruvienne. Donc, ça, c'est comment le sujet s'est un peu précisé. À la base, enfin, intellectuellement et théoriquement, ce que j'avais envie d'interroger, c'était les conceptions qu'on avait de l'Amazonie dans certains milieux, pas tous, hein, associatifs en France, que je trouvais empreintes d'une forme de culturalisme. Et Mmh. c'était ce prisme-là que j'avais un peu envie d'interroger depuis ma formation, moi, d'historienne du social dur, quoi. Donc c'est un peu comme ça que je me suis. C'était un peu à contre-pied, quoi, d'une certaine, on va dire, représentation que j'ai eu envie de m'y pencher. Et quand je suis arrivée au Pérou, parce que j'ai fait les choses. Alors, ben, on ne change pas son histoire, mais j'ai fait les choses un peu rapidement, du coup, puisque je n'avais pas découvert l'Amérique latine en master, ce que c'est pas forcément ce que je Mmh. recommanderais toujours aujourd'hui.
Mais j'ai un conflit assez grave en fait venait d'éclater en 2009 à Bagua, qui est une ville de l'Alto Marañón, en tout cas située très très près, dans le nord-est du Pérou, à l'issue de laquelle, enfin à l'issue duquel, pardon, 34 personnes étaient mortes, dont une grande partie de forces de l'ordre venues maintenir la paix sociale après la prise d'une route par des militants indigènes qui venaient protester, eux, contre ce qu'on appelle, disons rapidement, la perte de sécurité juridique sur la possession de leurs terres. Mmh. Et tout ça me semblait concentrer des enjeux absolument fascinants. On était vraiment à contre-pied de cette image que j'avais vue circuler annonçant une exposition. On voyait pas les racines d'un arbre, on voyait le haut de l'arbre et on voyait des gens dans l'arbre. Donc je trouvais tout ça très hors sol en fait, alors que Mmh. là on était vraiment sur des enjeux du sol et du sous-sol, quoi. Et c'était ça qui m'a donné envie en fait de m'intéresser à cette partie du Pérou quand même assez méconnue. Entre-temps, il y a pas mal de travaux qui sont sortis sur l'Amazonie, notamment Mmh. péruvienne, vraiment très intéressants, notamment de la part de Péruviens. Je ne dis pas du tout que j'ai été pionnière, mais c'était quand même un sujet qui était davantage traité par les anthropologues, Ouais. à la faveur d'une sorte de partage des tâches entre les historiens qui s'intéressaient aux Andes et les anthropologues à ce qui se passait après le Piémont. Et le Piémont était pour les géographes, si on caricature complètement. Et voilà, ça m'a fascinée. Et du coup, j'ai eu envie de faire ce que j'avais fait avec mes précédents mémoires, c'est-à-dire une forme d'histoire régressive qui viserait peut-être un peu naïvement, je le reconnais volontiers, à expliquer en fait un conflit que de façon, j'ai envie de dire presque monopolistique, les journaux expliquaient comme un conflit quasi civilisationnel entre deux modes de vie, alors qu'il me semblait que c'était en fait un conflit tout à fait entendable. Ouais. Alors, est-ce que Voilà. tu peux et alors comment est-ce que tu as au terme de voilà, ça c'était les interrogations que tu avais au départ avec, une méconnaissance du terrain en fait, c'est bien ce que tu dis, hein. Donc beaucoup de si ce n'est des préjugés en tout cas, des choses, depuis l'extérieur avec les distorsions que ça peut supposer par rapport à la réalité et cetera. Et alors, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé par rapport aux hypothèses que tu avais et les conclusions auxquelles tu es arrivé? C'est-à-dire en quoi ta recherche, elle a contredite, enfin, contredite ou pas contredite les hypothèses de réponse que tu avais à la question que tu te posais au début? Et puis finalement, vers quoi c'est ta thèse, elle démontre quoi? Quelle est la thèse de ta thèse? Ouais, ben, bien sûr, j'arrivais donc avec, chargée d'hypothèses, qui comportent tout leur lot de préjugés quoi, sans lesquels d'ailleurs c'est par ailleurs difficile de fonctionner sans doute. Mmh. Hem, ce que ma thèse est venue, nuancer disons, c'était mon propre prisme, un peu matérialiste qui venait de façon un peu, je sais pas, systématique ou dichotomique, contrebalancer, la notion de culture, enfin le culturalisme. Au terme de la thèse, j'ai l'impression que la notion de culture, en fait, elle est profondément en jeu dans les territoires en général, en Amérique du Sud en particulier, étant donné la pluralité des voix et des modes de vie qui s'y font entendre, qui s'y déploient. Et je me suis pas mal débattue, sans forcément arriver complètement à conclure d'ailleurs, hein, mais avec la notion d'identité, dont Mmh. j'avais l'impression qu'elle saturait en fait nos espaces académiques et nos réflexions. Et donc j'en avais une forme de, ouais, je dois dire que j'avais l'impression qu'elle était présente un peu ad nauseam, quoi. Et donc, j'avais un peu envie de la mettre à distance et en même temps, la représentation de soi, les revendications liées à la langue, liées à l'école, me paraissent en fait complètement majeures pour expliquer les dynamiques sociales en Amérique latine. Donc, je pense que j'ai eu, entre guillemets, raison de m'intéresser à la question foncière parce que c'est complètement central à l'heure Mmh. des enjeux extractivistes et néo-extractivistes aujourd'hui. Mais on ne peut pas le découpler non plus d'enjeux culturels sur les façons dont les gens vivent, ce qu'ils entendent prendre à rebrousse-poil aussi des paradigmes nationaux dominants tels qu'ils se sont alors imposés depuis le début du 19e siècle, mais en réalité avec une accélération majeure après la Seconde Guerre mondiale. Et dans le cas de l'Amazonie péruvienne, vraiment avec le tournant aussi de la fin du 19e siècle et le fameux cycle d'exploitation intensive du caoutchouc. Donc voilà, ça m'a un peu, c'est venu un peu nuancer mes grandes ambitions théoriques du départ et c'est ce qu'on attend un peu de la thèse. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en attendais quelque part. Bien sûr. Et est-ce que tu peux nous dire en détail, sur quel type de texte, de document ou je ne sais pas comment tu veux appeler ça, tu as travaillé? Alors, ben, les historiens parlent volontiers de sources, donc en tout cas, voilà comment je le nommerais. Euh, Mes sources, elles étaient variées, parfois un peu hétérogènes et lacunaires.
ce qui est assez peu courant pour un historien du contemporain qui est davantage habitué à traiter avec l'abondance. Mais en réalité, bon, tout ça est quand même là aussi un préjugé, puisque avec les délais de communication, quand on travaille sur une période qui est récente, c'est assez logique de chercher du document. Mmh. Donc tout ça, enfin, ce préambule pour dire que je me suis beaucoup, alors j'ai étudié un peu Descartes, pas mal de textes issus des missions jésuites qui étaient en place depuis voilà, un certain temps dans la région, et pas mal de documents aussi produits par les organisations indigènes locales. Et une façon aussi pour moi d'avoir trouvé de la source. Alors, produire me paraîtrait un terme un peu factice, mais en tout cas d'en avoir, ou inventer, voilà, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais en tout cas, je suis allée trouver beaucoup d'informations chez les anthropologues, puisque la thèse a pris, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui avec ses ramifications ultérieures, mais une certaine dimension d'histoire de l'anthropologie, puisque le Haut-Maragnon a joué un rôle Ouais. important. Le gros quand même de mon corpus, ça a été la source orale, puisque c'était quelque chose qui existait quand même, voilà, c'était pas tout nouveau, c'est beaucoup plus courant aujourd'hui. Il y a eu beaucoup plus d'élaboration théorique, notamment à Oxford, en France. Je pense par exemple au blog d'Ariane Mack, par exemple, sur les archives orales, aux travaux aussi de Florence Descamps, par exemple, et de Florence Weber, qui en anthropologue et en historienne, ont travaillé sur ces questions-là, de Raphaël Branche. Mais à cette époque-là, moi, j'y allais un peu de façon quand même un peu empirique. Et j'ai adoré, en fait, ce matériau soi-disant brut qui est la parole et qui demande de travailler sur le terrain. Il se trouve que j'avais fait quand même un Master 2 à l'EHESS intitulé Enquête théorie terrain, qui était pour les spécifiques SHS. Donc, j'avais beaucoup fréquenté les sociologues, les anthropologues, et ma méthode était un peu bricolée de toutes ces disciplines-là. Et là, Voilà pour le corpus. tu peux nous parler de ces enquêtes de terrain, ces entretiens que tu as pu faire avec les uns et les autres, tu vois, quel type d'interlocuteur et puis quel type de questions tu as posé et comment ça a été reçu? Alors, ouais, j'ai fait enfin, mes terrains, du coup, je les ai fait un peu à cheval entre Lima, du coup, et le Haut-Maragnon. À la réflexion, je pense que ça aurait été quand même intéressant de m'intéresser un peu plus à l'Europe, paradoxalement. Il y aurait eu des choses à aller chercher peut-être au Saint-Siège, je sais pas, voilà, en Espagne, mais Mmh. je l'ai pas fait. Donc j'allais à Lima, j'interrogeais pas mal d'anciens prêtres. Et après, je passais pas mal de temps, du coup, à Rennes et à Bagua, qui étaient les deux villes qui précèdent en fait la ville cœur, disons, de mon terrain, qui est Santa Maria de Nieva. Donc vraiment les abords de l'Amazonie, Selva Baja, hein, où j'allais donc voir pas mal de prêtres. J'ai été reçue aussi par des anthropologues, donc à Lima et à Nieva. Et ensuite, j'ai rencontré sur place des indigènes, disons, actifs quoi, dans les mouvements sociaux autour de la propriété foncière collective, qui était donc ce qu'ils voulaient défendre. La thèse enfin, disons, la problématique que j'avais moi, c'était finalement quelque chose d'assez classique. Hein, c'est comment. Alors, finalement, c'est une problématique finalement assez française, mais je ne suis pas sûre qu'elle fonctionne pas non plus pour le Pérou. C'était la question de l'intégration, qui est un concept qu'on essaye quand même de déconstruire depuis quelques décennies pour l'histoire française. Et ben là, c'était pareil, j'essayais de faire la même chose pour le cas péruvien. Alors, bah, non sans son lot, comme tu le disais, hein, aussi d'importation de notions un peu halogènes, on va dire. Mais je voulais savoir, en fait, comment le Haut-Maragnon avait répondu plus exactement, enfin, non pas comment il s'était intégré à la construction nationale très longue et très laborieuse en réalité péruvienne, mais comment il avait répondu aux injonctions Mmh. à l'intégration et comment il avait essayé de travailler le national modestement, mais aussi de façon très vivante depuis ce que j'appelais les confins, quoi, puisqu'il y a vraiment cette notion là quand même d'éloignement. Alors on peut aller en Amazonie avec l'avion, mais dans l'ensemble, c'est 3 jours de voiture sur des pistes qui n'en ont même pas vraiment complètement le nom. Donc il y a une forme de décalage, même temporel, qui s'impose et qui fait que ce sont des territoires un peu à part. Et la crise du Covid n'a fait que le révéler récemment de façon assez flagrante. Et donc je voulais voir voilà, comment le territoire avait répondu à cette espèce de. Alors j'appelais ça à ce moment-là l'englobant. Je ne sais pas si c'est en reprenant une formule d'un historien de l'agriculture français qui s'appelait Henri Mandras, pour expliquer comment les campagnes avaient été englobées en quelque sorte Mmh. par le national. Donc voilà, je demandais aux prêtres
quelles avaient été leurs missions à proprement parler, comment s'était articulée leur relation avec l'État central, comment ils les avaient peut-être aussi déconstruites ou comment ils avaient fait des pas de côté vis-à-vis de ça. Aux anthropologues, quels avaient été aussi leurs engagements politiques de l'époque, puisqu'il me semblait intéressant de faire une histoire politique en fait de l'anthropologie dans ces pays-là, c'est incontournable, surtout dans ce qu'on appelle en Europe les années 68, qui fonctionnent assez bien quand même Mmh. si on en prend une définition très large pour la chronologie latino-américaine. Et en fait, c'est les années 59 quoi, en Amérique latine, vu l'impact de Cuba. Avec les indigènes, enfin en tout cas ceux qui se définissent comme tels, euh, ils m'ont pour certains raconté ce que ça avait été par exemple l'école pour eux, comment ils avaient déménagé, ce que ça fait d'aller à Lima, dans quelle structure ils ont évolué. Et Ce que j'aimais bien faire, c'était, mais non sans péril, hein, pour une thèse. C'est pas forcément, encore une fois, là, ce que je recommanderais, mais c'était de faire des entretiens pleinement semi-directifs. C'est-à-dire, j'avais une série de questions que je leur posais. Et puis, au bout d'un moment, si la conversation dévie, je la laisse dévier et je laisse les gens introduire leurs propres problématiques pour essayer de retravailler la mienne Au fur et à derrière. mesure, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mmh. Et quelle place est-ce que tu as fait, si tu en as pas fait, tu n'en as pas fait, à l'expression, artistique? Tu vois, de la peinture ou que sais-je? C'est une très bonne question. Enfin, merci pour cette question m'intéresse beaucoup. Il y a peu de temps, un historien péruvien qui s'appelle Jorge Locio a publié avec deux collègues, dont j'ai oublié le nom, ce qui est à mon avis un signe. C'est ce que je me disais en écoutant ta question. Un très beau manuel à l'usage qui est accessible en ligne gratuitement, qui s'appelle El Río Deja de Ser, sur l'histoire amazonienne sur 2 siècles au Pérou, dans laquelle, en fait, donc lui écrit les textes historiens à proprement parler, et elle commente, ce sont deux femmes, la production artistique amazonienne en provenance du coup de ces espaces, et c'est absolument fascinant. Euh, pour moi, l'enjeu artistique et les formes de représentation sont des sources. Elles sont aussi, sans mauvais jeu de mots, des sources d'inspiration importantes pour l'historien. En tout cas, Mmh. pour moi, qui suis quand même très adepte de l'affiliation, en tout cas de la compréhension de l'histoire comme une science humaine et sociale, comme une science sociale en réalité. Elle m'aide à pas dessécher ma pratique en fait. Donc lire des romans, aller voir des expositions, comme ça a été le cas par exemple quand je suis arrivée au Pérou, il y avait une exposition qui est mentionnée dans ce fameux manuel de Rember Yawarkani, qui est un, un peintre Witoto dont le père faisait aussi des toiles, parfois carrément politiques, parfois pas forcément, hein, avec toujours enfin, pas mal axé autour aussi de la cosmogonie indigène. Ça, c'était important. J'ouvre ma thèse sur la description d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire comment une partie des enseignants en théâtre à la Católica de Lima font rejouer à leurs étudiants le fameux film avec Jeremy Irons là, qui s'appelle The Mission. Est-ce que ça interroge aussi des représentations de l'Amazonie? Et puis sur la couverture de ma thèse qui a été publiée du coup au Pur, j'ai mis une photo que j'avais prise machinalement à l'époque. J'avais pas de réflexivité sur les rapports entre art et histoire. Ça a changé depuis que j'enseigne comme titulaire, quoi. J'ai mis une fresque, la photo d'une fresque peinte à Santa Maria de Nieva sur les enjeux du développement vu d'un point de vue pictural. Donc, pareil, je mentionne un roman de Vargas Llosa qui s'appelle La Casa Verde sur l'Amazonie. Ça reste un peu périphérique. J'espère que ça n'est pas trop cosmétique dans la thèse. Et, euh, et entre-temps, disons, depuis, cette source-là, ou en tout cas ce médium-là, cette façon-là de s'exprimer, compte de plus en plus pour moi comme historienne. Ouais. Et alors question plus personnelle, t'inquiète pas intime, personnelle juste. J'entends bien la dire. Pour la petite historienne, ou grande, hein, c'est pas péjoratif dans ma bouche, française, qui travaillait sur la France que tu étais, parle-nous un peu de la découverte, l'arrivée au Pérou. Ah, c'est quelque chose, hein. Ouais, merci pour cette question. Je suis même pas sûre que je vais arriver à y répondre parce que c'est très émouvant pour moi. J'ai eu récemment l'occasion, parce qu'entre-temps, j'ai eu des enfants. Donc, je suis repartie au Pérou, mais cette fois-ci avec toute la famille, donc avec des gens qui n'avaient jamais été du coup au Pérou. Et c'était formidable de voir avec en décalage en fait ce que ça peut faire à quelqu'un qui n'a jamais quitté l'Europe de débarquer dans ces terres-là qui sont vraiment très éloignées de ce qu'on est. Pour moi,
Le Pérou, c'était et alors je vais dire des choses, que je vais sans doute regretter parce que je prends ces mots avec beaucoup de guillemets, mais quand on parle de ces émotions, c'est très difficile d'être critique. C'était le vrai voyage, en fait. J'avais voyagé en Europe, j'avais eu cette chance-là déjà, un peu en Espagne aussi pour, apprendre enfin un peu un espagnol, somme toute, balbutiant. Mais arriver au Pérou, les odeurs, le bruit, mon directeur m'avait parlé d'une étudiante à lui qui avait été pour la première fois en Amérique du Sud, je ne sais plus où c'était, mais je crois que c'était dans les Andes, et qui lui avait dit: «Oh là là, c'est pas du tout comme je l'imaginais». Et il s'est passé évidemment ça, quoi. Ça résumait assez bien. C'était un vrai voyage aussi parce qu'il m'a mise un peu à l'épreuve quand même. Alors, en disant ça, je vois bien toute la vieille narration européenne qui se redéploie. Donc, je voulais surtout pas faire la découvreuse. Voilà, je pense qu'entre-temps, j'ai fait 1000 bêtises qu'il faut pas faire et que je serais ravie de conseiller de ne pas faire à des étudiants. Mais j'ai beaucoup aimé le joyeux bazar en fait que c'était pour moi en fait. Parce que je suis pas sûre que ça le soit forcément pour des Péruviens, mais ça m'a bousculé quoi. Et encore aujourd'hui, du coup, donc je vis en France parce que j'ai un emploi en France. Voilà, ma vie est basée là-bas. Parfois, je pars au Pérou et je me dis oh là là, quelle affaire quoi. Hein, il faut. Et en même temps, j'arrive là-bas et je me dis oh, c'est dingue et on veut plus partir après quoi. Donc voilà ce que ça m'a fait quoi, une espèce de chaleur et en même temps aussi une forme de froideur aussi. Enfin tout se rejouait quoi. Donc ça venait pas, c'était pas du tout un pays enchanté et j'ai trouvé que c'était un pays que j'ai trouvé considérablement difficile en fait aussi pour les gens qui y vivent. Donc il a fallu euh, faire coexister cette espèce de feu d'artifice qui a été la découverte du Pérou pour moi, de l'extraordinaire difficulté de la vie, de sa précarité aussi, parce que quand je compare avec la vie européenne, je me dis le vécu individuel n'a quasiment pas de commune mesure, quoi. Et en même temps, une espèce d'attrait qui fait que j'imagine qu'un Péruvien qui débarque en Europe, ça doit être dur aussi, quoi. Donc voilà, une espèce de mélange à la fois joyeux et un peu âpre. Voilà. Donc, Ce sont les deux quoi qu'il en objectifs. soit, pas de regret pour le Non, choix de ce sujet. non, pas de regret. Alors, est-ce que, en dehors du rôle qu'ont joué tes 2 directeurs sur lequel tu peux revenir, tu peux nous expliquer un peu comment on fait pour travailler avec 2 personnes différentes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été, importants pour toi pendant ces années, sur le plan intellectuel, personnel, que tu voudrais évoquer aujourd'hui? Alors, mes deux directeurs, donc j'avais une directrice à Paris 8 qui était donc spécialiste des mouvements sociaux, Daniel Tartakovsky, de la manifestation, voilà, de l'histoire sociale du politique, on pourrait dire, ou politique du social. Je sais pas comment elle le dirait elle. Donc ça, c'était très utile de ce point de vue-là parce que ça m'a permis de me rattacher à cette partie-là, disons, de ma trajectoire aussi, puis de pas devenir complètement, enfin, de pas se perdre complètement aussi dans un nouveau sujet, ce qui aurait pu être une tentation aussi. Et Olivier Compagnon, c'était un directeur vraiment, lui aussi, vraiment très important parce que il me guidait vers une historiographie que je connaissais pas et en même temps, là aussi, avec des repères qu'il arrivait à traduire. Je sais que je parle à bonne entendeuse, dans une langue qui était un peu la mienne aussi. Et puis, Mmh. donc ça, c'était super d'avoir ce double regard-là. Euh, il y a eu des gens qui ont compté, donc il y a eu des collègues, disons des gens qui étaient à peu près au même niveau de parcours, enfin en tout cas au même stade de leur parcours, qui était par exemple une anthropologue qui s'appelle Kira Grieco, qui était à l'EHESS à ce moment-là, qui travaillait sur le Pérou et sur les mines. Ombeline Dagicourt, qui était à Paris 1, qui faisait sa thèse sur la construction du territoire depuis l'ingénierie, depuis Lima, en quelque sorte, avec des sources liméniennes. Alors, Kira, je l'ai rencontrée au début de ma thèse, Ombeline plus tard, mais dans tous les cas, c'était super voilà, de partager au moins ce vécu-là et de se comprendre quoi, Mmh. dans ce que ça a pu être. Ça permettait de donner du sens à la thèse, en tout cas de lui donner du sens, parce que bah, comme ce que je t'ai répondu vient de le démontrer, ça bouscule. Quoi. C'est quand même un peu le chaos, la thèse aussi. En tout cas, pour moi, c'était ça, parce qu'encore une fois, je pense que j'étais insuffisamment préparée. Et puis, j'ai rencontré un professeur donc, spécialiste d'histoire péruvienne qui est à UCL en Angleterre, qui s'appelle Paolo Drinot. Enfin, je le prononce à la péruvienne, mais c'est Drino, sinon, tout simplement. Et qui, bah, d'abord, m'a fait lire certains de ses textes, m'a accueilli dans le cadre d'un colloque
à Londres et puis, a toujours été, voilà, quelqu'un qui dont le compagne enfin, c'est même pas du compagnonnage, c'était dans une forme de tutorat lointain, m'a toujours été très très généreux, et très, très bénéfique. Donc voilà, pour la short list, quoi. Ouais mais c'est déjà pas mal, surtout d'avoir des doctorants avec lesquels on peut échanger et se Ouais, faire part de ses états d'âme et de ses doutes. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ça dans son horizon. et c'est précieux. Ouais. C'est très précieux. C'est bien pour ça qu'on a les écoles doctorales se structurent de plus en plus pour qu'il y ait des lieux de rencontre. C'était moi, quand j'ai fait ma thèse, ça n'existait pas du tout et c'est vrai que c'est bien, ça a bien évolué. Alors, est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées pendant ces années d'élaboration et d'écriture de la thèse, qui peuvent être spécifiques à ton sujet ou qui sont des difficultés générales? Et puis, j'aime bien en général que vous essayez de vous souvenir des solutions que vous avez pu trouver pour dépasser ces difficultés ou pour, bah, simplement, parfois, on se fait une raison en se disant qu'on ne résout pas le problème et que c'est pas grave, concrètement. Ouais, j'entends bien l'enjeu parce que c'est vrai que sinon la thèse, c'est une espèce de enfin, en tout cas, l'évocation de la thèse, c'est une longue déploration de de comment ça a été dur et c'est pas forcément bénéfique. J'entendais récemment, dans un podcast, qui moi m'est très utile, qui s'appelle, New Books in Latin American History, non, Studies, donc ça, c'est plus large, c'est en anglais. Une collègue, racontait que non, la rédaction de la thèse, en fait, n'a pas à être un calvaire, et j'ai trouvé que cette simple phrase était, tout à fait, Mmh. enfin, devrait figurer sur le fronton des écoles doctorales. Ouais, j'ai trouvé ça très bien. Alors oui, il y a eu des difficultés spécifiques et d'autres plus générales. Dans mon cas, comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas fait de master en fait sur l'Amérique du Sud. Ouais. Si c'était à refaire, je referais un master en fait. Je regrette pas du tout mes années de, de maîtrise et de M2. Je me suis régalée, j'ai rencontré des directeurs super, Patrick Fridanson, avec qui j'ai eu une super relation aussi en M2, c'était super. Mais à refaire, je ferais un M2 spécifique à l'IHEL, à l'EHESS, je sais pas, à Londres, enfin, ailleurs, quoi. Enfin, vraiment dédié à ces questions-là, ne serait-ce que pour découvrir une forme de, ouais, la littérature de façon un peu systématique, puisque je l'ai fait un peu en autodidacte et en fait, je trouve que le scolaire, c'est très bien. Mmh. Donc, le scolaire est trop décrié, je pense. Donc, voilà, ça c'est pour la première chose. Du coup, j'ai résolu le problème partiellement en lisant beaucoup. Et en fait, je me rends compte que je suis encore en train de le résoudre avec le temps, quoi, et que ça prend du temps, et que c'est comme ça, et qu'il faut juste être très curieux, humble aussi, et apprendre au maximum des autres plutôt que de s'enferrer dans une forme de timidité un peu excessive vis-à-vis de la chose. En tout cas, j'ai décidé de le prendre de ce pied-là et ça me va bien. Ce qui était difficile, c'était la distance physique, quoi. Ah oui. Ça, on peut pas vraiment trop y échapper. Je prenais 3 mois en fait, parce que j'enseignais sur toute l'année. Je prenais 3 mois pour partir du coup de juin à août, ou plus exactement de juin, je crois de juillet à septembre pour faire mes terrains. Je pense que c'est plus confortable, et d'ailleurs ça se fait assez facilement, de semestrialiser son année et de partir plusieurs mois d'affilée. Voilà, ça je pense que c'est une façon de régler la chose. D'un point de vue matériel, moi j'étais pas à plaindre parce que j'avais enfin, une équipe d'accueil qui me soutenait, donc c'était chouette, et je pense que c'est absolument incontournable aujourd'hui dans les CSI. Je vois bien, hein, c'est les étudiants qui sont soutenus par Mmh. leurs écoles doctorales, qui prennent en compte la spécificité des terrains, qui peuvent se dépatouiller, ça me paraît évident. Euh, j'ai eu parfois l'impression et ça je pense que j'imagine que c'est universalisable, en tout cas généralisable, d'avoir posé des questions pas inintéressantes, mais qu'il n'était pas toujours possible en fait d'y apporter de réponse. Et je pense que en fait c'est plus simple de le dire en fait, voilà, et Mmh. d'essayer d'en parler peut-être davantage. Voilà, à refaire, je rediscuterai peut-être plus davantage avec mes directeurs pour leur dire, bah voilà, j'ai posé cette question-là, mais je suis pas sûre d'avoir le matériau. Peut-être, voilà, encore une fois, là, peut-être moins de timidité. Mmh. Et dans le sujet, parfois j'avais trouvé que s'intéresser à un territoire, c'est-à-dire au Haut-Maragnan à proprement parler, ça donnait un, un objet parfois un peu lâche. Et peut-être que la problématique aurait gagné à être un peu précisée, voilà, si c'était à Ouais. refaire. Bon, voilà. Dans tous les cas, j'ai trouvé qu'elles étaient quand même surmontables, avec un peu de patience, quoi. Bon et alors donc au terme d'ailleurs tu as mis combien de temps à écrire ta thèse?
En tout 5 ans, enfin à écrire, enfin j'ai mis 5 ans à la faire, voilà. Voilà, tu as fait cin tu as ça t'a pris 5 ans de thèse, voilà. Donc au bout de ces 5 ans et des difficultés qui n'en étaient pas ou qui en étaient, mais tu t'es fait une raison, arrive la soutenance. Alors est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Oui, alors donc au jury de ma thèse, il y avait, la soutenance, il y avait donc mes 2 directeurs et directrices, donc Daniel Tartakovsky, Olivier Compagnon. Était présidente Annick Lampérière, qui était, enfin qui est professeure à Paris 1, Denis Pelletier qui était rapporteur, Geneviève Verdeau et Paolo Drino, donc tous historiens. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée? Un beau souvenir. Je garde, le souvenir d'une très belle journée. Je me souviens encore de la veille, du temps qu'il faisait, enfin voilà, même d'un point de vue, disons, bah, des émotions, même sensorielles, je dirais que j'en ai gardé un souvenir presque assez détaillé. Et quant à la soutenance elle-même, alors une amie m'avait dit la veille, dis-toi que c'est quand même, voilà, profite bien, parce qu'il y a tout ce drame là que font les doctorants autour de ah c'est dur, je suis stressée, etc. Puis elle m'avait écrit un message qui détonnait un peu en me disant mais profites-en, il y a 6 personnes qui vont te lire attentivement, ça n'arrive pas tous les jours, parce qu'elle avait plus de bouteilles. Et de fait, j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait, parce que bon, j'avais déjà reçu le pré-rapport d'Annick Lampérière, j'avais pris un peu des vacances, je me souviens, voilà, je me revois encore en train de le recevoir et de me dire, ah, c'est dingue, elle a un peu compris ce que je voulais faire. Et je trouvais ça fou. Et pendant la soutenance, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je me souviens de commentaires de Geneviève Verdeau, que j'avais trouvé à la fois très humain, mais surtout humain intellectuellement. C'est-à-dire qu'elle Mmh. avait compris ce que je voulais dire. Et bon, alors c'est une soutenance, donc je les ai trouvés un peu avares de critiques qu'on peut légitimement faire, mais à la rigueur, je trouve ça encore mieux parce que ça m'a permis de me faire cette trajectoire moi toute seule ensuite derrière ou avec d'autres, enfin en d'autres occasions. Et du coup, j'ai gardé un souvenir ouais, assez beau en fait de ce moment où les gens expliquent ce qu'ils ont compris, reviennent sur ce qu'on a dit, reviennent sur un travail qui est quand même finalement assez intense. Euh, ouais, donc j'ai un souvenir assez ému de ce moment. Puis il y a la famille, les copains qui sont derrière. C'est... En plus, j'étais vraiment sur mon lieu de travail parce que c'était à Paris 8. Donc j'enseignais un petit peu à l'IHEL, mais mon lieu de travail, celui où j'allais plusieurs fois par semaine enseigner, où j'avais une chouette relation avec mes étudiants. Enfin, je dis mais, pardon pour le possessif, mais voilà, j'avais une relation aux étudiants qui était chouette. C'était, je me souviens que j'avais eu cours le matin même et que l'après-midi, j'avais donc ma soutenance. Donc j'étais dans des lieux à la fois familiers. En même temps, j'étais jamais rentrée dans la grande salle des thèses. Donc il y a cette espèce semi-familier, semi-sacré, quoi, que j'ai trouvé très beau. Ouais, vraiment. Bon, bah, écoute, il te reste plus qu'à faire ou finir ton HDR pour, Ouais, revivre ça. ouais, ça, je sais pas, on verra. Ce sera pour la suite, ouais. Pense-y, pense-y. Alors, est-ce que tu peux me dire dans quelle mesure est-ce que tu as l'impression que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui, 2014, il y aura bientôt 10 ans, continue d'être influencée par ce travail-là? Ouais, ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, donc j'ai eu la chance d'avoir un poste peu de temps après, mais il m'a fallu du temps pour me remettre à enseigner l'Amérique du Sud. Voilà. J'étais donc élue sur un poste d'histoire extra-européenne, ce qui pour moi avait beaucoup de sens. Et de fait, j'ai pris un peu la chose au sérieux puisque j'ai enseigné l'histoire états-unienne, le Moyen-Orient quand le Moyen-Orient sont tombés au concours. Donc déjà, rien que ça, pour moi, en fait, ça avait du sens, en fait. Et travailler sur les États-Unis, ça avait évidemment beaucoup de sens de découvrir cette historiographie parce que, en plus, je travaillais pour certains sur des missionnaires évangélistes dans ma thèse qui venaient des États-Unis, Mmh. donc Wycliffe Translators. Donc ça avait beaucoup de sens d'essayer de comprendre aussi de l'autre point de vue comment les choses se passent. Mais un espace comme le Moyen-Orient m'avait toujours beaucoup intéressé. Alors d'une part, parce que c'est évidemment notre quotidien à tous, mais même s'il est lointain. Mais aussi parce que je trouvais qu'il y avait ces espaces, avaient des choses en commun avec l'Amérique du Sud. Alors ce serait long de développer là-dessus, mais en termes d'historiographie, en termes de rapport au temps, de rapport évidemment à la question coloniale, enfin tout ça avait du sens. Donc j'ai fait des pas de côté en fait qui m'ont un peu enrichi. Et je pense que j'ai été quand même riche du détour par l'Amérique du Sud pour enseigner ces questions-là, ne serait-ce que même dans l'agencement des cours. Et après, ça va faire peut-être maintenant
3-4 ans que j'enseigne. Donc, j'ai un petit cours en histoire du Pérou contemporain que les étudiants me font la gentillesse de prendre, de suivre. Et qui, du coup, bah, grâce à cette pause-là, pendant laquelle j'ai aussi publié ma thèse, enfin, donc je l'ai mise à la fois à distance, puis m'étais un peu replongée dedans, m'a évidemment servi. Je remarque que l'Amazonie est un espace qui intéresse les étudiants pour plein de questions, l'histoire environnementale étant en plein Eh oui. boom aussi. C'est assez légitime. Entre-temps, je me suis pas mal intéressée à la question de l'histoire de la santé. Bon, il se trouve que depuis le Covid, comme on en parlait tout à l'heure, l'Amazonie aussi suscite un certain nombre de questions. Et puis après, comme je te le disais aussi au début, dans ma pratique pédagogique, mais ça rejoint en fait la pratique scientifique et c'est venu aussi l'approfondir, je m'intéresse de plus en plus comme médium pédagogique aux arts en fait, et de manière Mmh. générale à la littérature, qui est quand même une formation dont je viens, puisque les classes prépa que j'ai faites étaient purement littéraires. Elles n'étaient pas SHS. Et par exemple, en ce moment, je suis en train de lire un très beau livre de Maika Guerrero que j'ai découvert grâce à une libraire liménienne lors de mon dernier séjour, qui s'appelle Huella de Tigre et qui porte sur la prostitution dans les zones amazoniennes du territoire. Et je vois bien que quand je lis des choses comme ça me donne des idées, Mmh. ça touche à des questions majeures pour, euh, pour enseigner ça aux étudiants. Donc, cette Amazonie là que j'avais gardée, parce que parfois on a tendance à garder son objet, on s'excuse presque d'avoir un objet, on veut enseigner de façon très générale, et en fait l'enseignement nous y ramène aussi. Donc je crois que j'en ai pas complètement fini avec avec ces questions qui me semblent en fait de plus en plus centrales. Et je pense que là on revient à une intuition qui était initiale et qui était peut-être bonne, je sais pas, même si ces dichotomies, la périphérie, centre, elles gagnent à être un peu repensées, mais j'ai l'impression que dans les périphéries se jouent des enjeux globaux, majeurs, centraux, je ne sais pas quels peuvent être les adjectifs les plus appropriés de nos sociétés mondialisées contemporaines. Bah, Donc, a fortiori quand dessus tu ajoutes la question, des espaces, frontaliers. Dans ton cas, parce que là, c'est les espaces frontaliers, c'est vraiment une des questions enfin moi, en tout cas, en géographie, ça fait partie des choses qui m'intéressent le plus, de ces espèces de franges là où il se passe des choses, vraiment vraiment très, très intéressantes. Hem, à alors ça je Grenoble, pardon, oui? excuse-moi. Non, non, vas-y, dis-moi, dis-moi. Non, à Grenoble, on a une collègue qui s'appelle Anne-Laure Amilazari, qui est spécialiste des frontières en Amérique latine. Donc en plus, c'est venu, elle organisait des colloques, enfin, c'est venu rejouer ces questions-là frontalières qui, comme tu le dis, enfin, la question du franchissement Ouais, c'est ça. à l'heure de nos sociétés, des mobilités subies, choisies, c'est complètement crucial. Oui, puis avec, une remise en question de tout ce qu'on peut envisager, l'identité, tu sais, c'est quelque chose de figé, alors que la frontière, elle, ces espaces-là te montrent qu'en réalité, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, tout ça, c'est mutant, migrant, je sais pas comment le dire, mais enfin, c'est des espaces, vraiment des petits laboratoires de phénomènes qui après Tout à fait. se développent ou pas. Alors, je vais te poser une question qui, contrairement aux apparences, n'a strictement rien de polémique. C'est une curiosité. Moi, tu sais, je suis littéraire, donc vos histoires d'historiens, c'est bon. Je voudrais savoir, j'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a quand même une frontière un peu hermétique pour le coup, entre les historiens qui travaillent sur l'Amérique latine et les américanistes, ce qu'on appelle les civilisationnistes. Par exemple, toi, tu n'as pas d'hispaniste, ce que moi j'appelle un hispaniste à ton jury. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer si c'est un fantasme que j'ai ou si c'est une réalité, cette espèce de séparation, et le cas échéant, comment tu l'expliques? C'est une bonne question. Alors déjà, pour moi, bon, elle a peu de pertinence en fait parce que dans les faits, en fait, je discute quoi et je travaille avec des collègues. J'étais récemment dans un CSI thèse avec Christophe Guidicelli qui lui est en section 14, par exemple. Je vais parfois donner des cours d'agrégation aux collègues en face à Grenoble quand il y a besoin sur une question spécifique d'histoire avec Almudena Delgado, par exemple. Donc, sans vouloir faire une réponse de normande, je pense que la seule chose qui compte, et c'est ce que m'a répondu récemment un collègue sociologue à qui je faisais part d'une vague tentative avec une collègue de travail en ethnographie, ce qui compte, c'est de faire de la bonne ethnographie, de la bonne histoire et de Mmh. bien travailler sur les Amériques. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense que oui, je ne sais pas si je vais avoir une. Je réfléchis, hein. Mais je pense que c'est comment les disciplines ont dû se construire. Et je serais Mmh. curieuse d'ailleurs, autant j'ai lu des choses sur l'histoire de la discipline en histoire, autant j'ai lu peu de choses sur l'histoire de l'américanisme qui m'intéresseraient aussi.
Mais l'histoire s'est construite en France, en tout cas autour d'une méthode qui est très spécifique, autour des sources de leur exploitation critique, d'écoles historiques bien centrées aussi, là pour le coup, sur l'Europe. Et donc, il y a une forme ouais, d'hermétisme que je constate moi aussi des autres disciplines. Euh, et puis, il y a peut-être aussi une forme de méfiance. Donc, je te dis que moi, pour le coup, je réinterroge un peu. Alors, peut-être pas forcément pour la. Je ne sais pas si ma pratique, en tout cas, intéresserait un américanisme, mais de méfiance vis-à-vis de la chose littéraire chez certains historiens, du quantitatif, du statistique, enfin du social, en tout cas entendu au sens un peu dur du terme. Avec l'idée qu'il y aurait. Tout ça repose, à mon sens, sur une différence conceptuelle entre la fiction et le réel, que l'art lui-même a largement fait éclater ces Oui, dernières années. mais Donc, même, souviens-toi de Borges, hein, pour Borges, l'histoire n'est jamais qu'un récit qui s'assume pas comme tel. Euh, oui, oui. Alors, je pense du coup que c'est peut-être. Alors, est-ce que peut-être on gagnerait à. Enfin, enfin, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais je pense que les historiens français, en tout cas, ou francophones, gagneraient à lire davantage de Sud-Américains. Mais en tout cas, je pense que c'est lié aussi à la réception de certains travaux nord-américains sur le fameux linguistic turn, etc., qui a été interprété de façon aussi comme une forme de provocation, je pense, vis-à-vis de l'histoire et de la, et de la, et de la, de la matérialité des faits auxquels les historiens restent très attachés, au prix parfois même d'un retour à une forme de positivisme. Donc, ouais. j'imagine qu'il doit y avoir un peu de ça. Et puis après, il y a aussi, et là, pour le coup, c'est un sociologue qu'il faudrait convoquer. Moi, j'avais suivi avec bonheur à l'EHESS les cours en histoire de Gérard Noiriel sur l'histoire de l'histoire. Et après, il y a des logiques internes, Bien euh, sûr aussi. socio-historiques de défense des disciplines vis-à-vis d'elles-mêmes qui se jouent dans un certain cadre institutionnel, en contexte aussi de pénurie de postes. Mm. Donc, bon, là, c'est pareil, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Je serais quand même prompte à, à entendre, enfin, en tout cas, à formuler l'hypothèse selon laquelle les enjeux sociologiques et institutionnels comptent plus encore que les enjeux intellectuels. Mm. Pour ma part, j'ai été très contente, moi, d'être élue sur un poste d'histoire extra-européenne. Je déplore qu'il y en ait encore peu des postes fléchés ainsi euh, en histoire dans section 22. Et je pense qu'on a tout intérêt à avoir un dialogue le plus critique possible, parfois même quitte à mettre à nu des différences méthodologiques, par exemple, Mm. entre collègues. Donc, voilà, je ne sais pas si j'explique grand-chose. Si, non, non, et mais là, justement, dernière question sur ce sujet qui est, je te répète, hein, vraiment des curiosités. Est-ce que, parce que nous, dans l'hispanisme, il y a souvent eu, tu sais, l'Espagne, les chercheurs en Espagne, études hispaniques, étaient plus, comment dire, en tout cas, il y avait moins de prestige à être américaniste. Tout ça, c'est plus le cas, Ok. heureusement. Et est-ce que chez vous, par exemple, il y a cette espèce de hiérarchisation entre les collègues, l'aristocratie des collègues qui travailleraient sur, je ne sais pas moi, le 18e, le 17e, et puis toi, avec ton petit poste, entre guillemets, sur l'histoire extra-européenne, ou pas du tout, c'est des fantasmes, encore une fois. Eh ben, c'est une bonne question. C'est plutôt à Olivier, compagnon, qu'il faudrait la poser parce il a plus de recul, je pense, là-dessus, en tout cas sur l'américanisme, parce que pendant longtemps, bon, il n'y avait pas que lui, hein, il y a Clément Thibault, il y a d'autres gens, Geneviève Verdeau, etc., qui travaillent là-dessus, Annick Lampérière. Euh, j'ai entendu des collègues déplorer cet état de fait. C'était pas de la complainte pure et simple, il y avait un vrai enjeu académique derrière. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que c'était le propre de la génération précédente. Pour ma part, j'ai jamais entendu quoi que ce soit de tel. Et puis autour de moi, il y a eu des travaux d'une telle qualité. Je pense à des gens comme Antoine Acker, à Maud Chirio. Bon, c'est tous des brésilianistes, mais il y en a d'autres. Voilà, Emmanuel Pérez, par exemple, sur le Mexique. Lucie Emery sur l'Argentine. Enfin, voilà, il y a des choses tellement intéressantes, stimulantes qui ont été faites et tellement rigoureuses, avec une méthode aussi là, tellement fiable que je pense à la thèse d'Ombelline, par exemple, d'Agicourt sur le Pérou, là encore, que je ne ressens pas ça. Et d'un point de vue de gratification académique,
à la faveur de programmes qu'on demande, de RC, d'IUF, etc. Je ne vois pas de différence majeure, voire même, j'ai plutôt l'impression que ce sont des sujets porteurs, pas au sens où il s'agirait voilà, de faire des paris sur parce que quand j'entends les étudiants arriver avec ce genre de propos, je suis très sceptique, mais Mmh. je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on conçoive un bon sujet de recherche. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie demande étudiante. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, les gens m'avaient dit: «Oh là là, tu n'auras jamais de poste avec un sujet Voilà. pareil». Et en fait, Mmh. les collègues m'ont fait confiance à Paris 8, ça a été formidable. J'ai eu tout de suite, enfin très vite en tout cas, des gros cours d'histoire latino-américaine, des cours de 4 heures hebdomadaires par semestre. Enfin, c'était formidable. Et les étudiants venaient en fait. Et je pense qu'il y a eu, enfin, nos sociétés se mondialisant en fait, euh, et l'histoire transnationale étant en plein essor, j'ai pas l'impression que ma génération ait eu beaucoup à en pâtir. Après, avoir des postes, ça reste très difficile. Et c'est peut-être quelqu'un qui a eu un poste vide qui parle, Mmh. voilà, il y a d'autres collègues qui auraient peut-être un sentiment très, très mitigé. En tout cas, toi, tu as pas l'impression d'être le canard boiteux de la récré, quoi? Non, non, non. Bon, OK. J'ai pas l'impression que ça. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que par moments, j'ai l'impression que euh, c'est pas, je sais pas si ça sonne contradictoire, mais pour moi, ça ne l'est pas. J'ai quand même pas l'impression que on mesure toujours l'importance des enjeux avec lesquels nous travaillons sur des espaces majeurs. Un collègue africaniste me disait qu'on lui avait dit: «Oh là là, mais c'est de la petite histoire». Il avait dit: «Mais si on compare d'un point de vue géographique ce sur quoi je travaille et d'autres sujets, c'est en fait complètement majeur, quoi». Donc ça, par contre, je le sens. Et y compris dans les cours d'histoire tels qu'ils sont enseignés en histoire du monde aux étudiants de première année au Pérou, j'ai l'impression que les Péruviens eux-mêmes apprennent à périphériser, désolé pour le néologisme, Mmh. leur position, alors qu'en fait, si on regarde d'un point de vue de l'histoire économique, l'histoire du capitalisme en termes de production, que ce soit le guano, le caoutchouc, enfin, c'est fondamental. Et encore jusqu'à aujourd'hui, pardon, quand on voit les enjeux géopolitiques que représente l'Amérique du Sud pour la Chine, par exemple, enfin, on est sur des enjeux complètement fondamentaux. Donc ça, par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que parfois ça, voilà, enfin, bon, on travaille en Europe, on a un peu une forme de myopie Oui, européenne. bah, oui. Une Voilà, ça petite c'est, obsession pour le local. voilà, un peu. Alors la question suivante, bah, tu vas y répondre, très rapidement, c'est: est-ce que tu as relu ta thèse? Alors comme tu l'as publiée, tu l'as relue, donc J'ai été ma question, voilà, va porter sur, le processus de relecture et éventuellement de réécriture pour passer du texte thèse au texte livre. Raconte-nous un peu tout ça. Alors c'était pas, enfin, voilà, du coup, j'ai publié ma thèse, je l'ai raccourcie à la demande de l'éditeur, ce qui était enfin, une bonne idée. Euh, et donc, j'ai coupé pas mal de choses. J'ai réintégré un peu certaines problématiques qui avaient surgi en ce moment. Je pense par exemple sur les questions décoloniales qui me posaient beaucoup de questions Mmh. ces dernières années. Donc, j'ai essayé voilà, d'insérer euh, quelques réflexions là-dessus suite à d'autres recherches que j'avais pu faire depuis. Euh, j'ai pas tout réécrit comme c'était le cas. Paolo Drino, par exemple, raconte assez éloquemment comment il a tout repris, en fait, son bouquin qui s'appelle The Allure of Labor, en faisant passer une thèse qui était d'histoire du travail à une thèse quasiment en histoire culturelle. Enfin, voilà, je résume un peu à gros traits, mais voilà. Il n'est rien arrivé de tel à ma thèse, mais j'ai essayé un peu de la synthétiser. Euh, voilà. Ça a été C'était ça. dur? Tu as souffert? Ouais, c'est pour ça que j'avais pas envie d'en parler, parce que Mmh. je veux pas donner l'impression que c'est forcément douloureux. Ouais, moi j'ai pas trouvé ça très agréable, voilà, de reprendre ça. Ouais. Peut-être qu'il aurait fallu que je sais pas, d'en discuter plus. Et Je trouve que bon, en dehors du fait que c'est toujours ingrat, un travail de correction, ça, bien sûr, enfin, pour qui dirige une revue, on sait ça. Mais ouais, est-ce que c'était aussi parce que tu avais pris pas mal de distance par rapport à ta façon d'envisager les choses, d'écrire? Bon, tu as dit, il y avait des trucs théoriques que dans l'intervalle, ça avait pris, ça avait sans doute un peu vieilli par rapport à des nouveaux outils et tout. Non, mais c'est pas de ça dont je te parle, c'est plutôt, est-ce que tu t'es senti pas assez mûr, ou est-ce que dans l'intervalle, tu avais mûri et tu regardais ça avec un peu d'amusement en te disant que j'étais jeune et naïve? ouais, voilà, c'est ça qui s'est passé. Ouais, c'est Mmh. ça qui s'est passé. Là, ce qui a compliqué les choses, et je le dis parce que ça, je pense que c'est un enjeu, alors là, pour le coup, vraiment très, très répandu, c'est que j'avais deux enfants en bas âge à ce moment-là.
et que j'étais fatiguée, en fait, tout simplement. Donc, du coup, j'ai consacré, je pense que c'était plus que ça, mais dans mon souvenir, en tout cas, c'est un gros été, quoi, à reprendre, qui avait dû Mmh. déborder sur un congé maternité, etc. Donc, bon, voilà. Mais en même temps, c'était bien parce qu'en fait, on a chacun, en fait, enfin, chacun a des moments dans sa vie, en fait, où on a envie de marquer des étapes. Et moi, j'avais envie de fermer cette parenthèse-là pour faire aussi autre chose. Et donc, il fallait le faire, quoi. Mais oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de naïveté par moment, des choses que je ne referais pas pareil. Mmh. Entre-temps, moi, j'avais recensé d'autres thèses publiées au Pur, donc voilà, enfin, j'avais fait un peu de travail éditorial aussi dans une revue, donc j'avais grandi en fait, voilà, en tout cas Ah oui. mûri un peu, et voilà, on n'a pas forcément, c'est pas forcément le moment où on a envie de faire sortir quelque chose qui nous paraît un peu lointain maintenant. Donc il y a cette espèce de distorsion temporelle que je trouve un peu Bizarre. humainement compliquée à Mmh. gérer, voilà, parce qu'il y a Mmh. quand même eu 5 ans quoi entre la soutenance et la publication. Ouais, en effet, c'est surtout que dans l'intervalle, tu enseignes vraiment et tout, enfin, c'est ouais, je vois bien. Alors, quels sont les conseils que tu donnerais à que tu donnes à de jeunes doctorants? Alors, donc, bah, je crois que j'en ai mentionné un tout à l'heure, c'est quand on change en tout cas enfin, quand on s'embarque vers des objets en fait différents, c'est peut-être de commencer quand même avec un master là-dessus, en tout cas un bout de master. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est. Je pense qu'il y a quand même des masters qui ont des passerelles. Enfin, donc peut-être peut-être pas commencer des frente avec avec la thèse. Euh, Peut-être aussi, moi, ce que j'aurais voulu, ce qui m'aurait plu, en fait, ça aurait été de passer. Mais bon, c'est aussi un luxe, hein. Moi, j'avais pas ce luxe-là, mais si on peut l'avoir, en tout cas, d'avoir eu un moment, en fait, pour traîner dans le pays, le sentir, aussi sans Mmh. injonction universitaire, j'aurais bien aimé, parce que du coup, comme je te le disais, j'ai tout fait en même temps et c'était beaucoup, en tout cas pour moi. Euh, plus directement, scientifiquement parlant, on m'avait donné un conseil, moi, c'était une géographe qui m'avait donné un conseil, elle était à la Sorbonne à ce moment-là, juste avant ma maîtrise. J'étais allée à une conférence qu'elle donnait de présentation du master, enfin de la maîtrise à l'époque, et elle conseillait de s'interroger donc à la fois sur le goût qu'on peut avoir pour un sujet, mais aussi sur les outils qu'on a envie d'employer. Et j'ai Mmh. trouvé ça très malin en fait, parce que moi, typiquement, j'aimais bien l'histoire orale. Bah, en fait, j'ai jamais fait que ça, quoi, pour l'instant. Et ça change un peu aujourd'hui, du coup. Je redécouvre la source écrite, les gens qui sont morts, etc. Mais je trouve que c'est bien de s'intéresser sur sa boîte à outils autant que sur l'objet qu'on voit, parce qu'en plus, cet objet, on a tendance à le fétichiser un peu parfois, et on rentre dans une logique artisanale avec la notion d'outil qui me plaît bien. Mmh. Euh, et toujours pour filer un peu la métaphore du métier, enfin, en tout cas, je pense que en tout cas, le doctorat, c'est pas une métaphore, le doctorat, c'est l'apprentissage du métier de chercheur. Euh, je trouve que c'est bien de s'autoriser à se demander, voilà, comment est-ce qu'on conçoit son métier, Mmh. quels exemples on a eu, dont on a envie de s'inspirer, dont on n'a pas envie de s'inspirer, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous parle moins. Parce que ça, je trouve que c'est aussi une façon de non fétichiser la discipline dans laquelle on s'insère. Alors, il y a des sections CNRS, il y a des sections CNU, mais il reste que c'est à chacun, je pense, d'interpréter la façon dont il va vivre son métier, et ça, je pense que c'est important. Et là aussi, bah, mon conseil, ça rejoindrait une des questions que tu as posées, c'est-à-dire se demander en fait sur quoi on veut travailler, avec quels outils on va travailler, mais aussi quelles questions on veut interroger. Je trouve Mmh. que parfois, les étudiants, ou moi d'ailleurs, hein, enfin, tombent dans une forme de myopie là aussi vis-à-vis de leur objet, en oubliant ce travail difficile, hein, qui Mmh. consiste à dire bah, qu'est-ce que j'apporte, en Qu'est-ce quoi que ce je que je cherche? ouais, Mmh. qu'est-ce que je cherche, euh, quelles questions fondamentales est-ce que ça pose à l'humain, enfin, voilà, aux sociétés. Et je pense que c'est ça aussi qui rend une thèse conceptuellement intéressante. Et puis, mon dernier conseil, mais tes questions ont aussi donné l'occasion de le formuler un peu, c'est d'avoir, je dirais, une routine à la fois intellectuelle et émotionnelle ou sensorielle. Pour moi, par exemple, ça a été de pratiquer voilà, les romans, le cinéma, la lecture, pour maintenir une forme d'amour aussi pour la chose qu'on étudie. L'année dernière, j'étais au festival Biarritz Amérique latine avec Antoine Acker, là, qui est spécialiste du Brésil. Et je nous revois en train de passer devant les étals d'un libraire qui vendait aussi des DVD. Et alors on se dit, ah ouais, moi j'ai vu ça, c'est super, etc. Et je trouve que c'est des moments
on venait de discuter pendant longtemps de nos historiographies, voilà. Mais ces moments-là, en fait, enfin, c'est un peu le sel aussi du métier, je pense. Parce que je trouve qu'un chercheur, c'est aussi quelqu'un de curieux, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Faut Donc, l'espérer. ouais, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui est à cultiver. C'est pas un Mmh. caractère qui est inné chez soi. Et je pense que d'avoir une démarche un peu consciente de comment on s'organise pour avoir ça, ça évite aussi de croire qu'il y en a qui naissent avec des romans dans les mains ou une culture cinématographique. C'est quelque chose qui se travaille, quoi. Voilà, Ouais. je dirais comme ça. Mm. C'est vrai, c'est ce qui est angoissant d'ailleurs dans ce que devient le métier d'enseignant-chercheur, c'est qu'on est tellement accablé de travail que, c'est cette petite frange de l'auto-formation, enfin, on a de moins en moins de temps à consacrer à cette chose-là. Moi, je vois que, alors j'en discute souvent avec des collègues et c'est vraiment ce qu'on coupe en premier en se disant, moi, il m'est arrivé de culpabiliser parce que je lisais des romans qui n'étaient pas au programme de la Grecque et cetera. Et après je me dis: «Mais attends, mais c'est aussi mon travail de savoir ce qui s'écrit, ce qui se publie et tout ça». Mais ça me semble du temps volé sur le reste, ce qui est complètement fou. Ce qui prouve que ça va mal. Ça va mal. Oui, Alors, ça vas-y. me paraît évident. Et après, en même temps, je me dis, ce qu'on peut essayer de trouver comme ressource, c'est de se dire que c'est interdit, donc c'est encore plus délicieux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Logiquement, c'est ce qu'on peut se raconter. Mais sinon, je suis d'accord avec le constat. Bah, oui, oui, on devrait être sur la brèche et on peut pas être sur la brèche parce qu'on éteint du feu. On peut pas être au feu et sur la brèche, ce qui est paradoxal. Bon, alors pour finir, bah, c'est la fameuse question, amusante, enfin moi qui me plaît beaucoup, qui est: est-ce que tu peux lire la première phrase de ta thèse, mais la version thèse, pas la version livre, en espérant ne pas te faire trop souffrir, parce qu'elle ferait partie de celles que tu trouvais, je te cite, «naïves», et puis je ne vais pas t'épargner de nous en faire un petit commentaire rétrospectif. Alors, donc, ouais, je lis, hein, du coup. Vas-y. À Santa Maria de Nieva, on lit le matin les journaux de la veille. C'est une phrase que j'aime beaucoup, qui dit à la fois des choses de l'enquête, c'est-à-dire la longueur, la fatigue des voyages, légère angoisse aussi, hein, pourquoi pas, parce que c'est quand même bizarre, quoi, de voyager seul, de se déplacer dans des endroits où on n'est pas né, où les gens sont très attachés au territoire et nous, ben, la vie a pas fait que ça se passe comme ça. Et je l'aime bien aussi parce qu'elle concentre d'un point de vue concret certains enjeux historiographiques, c'est-à-dire cette distance, ces relations à Mmh. distance de Nieva et de Lima. Euh, et puis, ce jeu temporel là, sur les journaux, moi, ça me fascinait d'acheter. Je me souviens, j'achetais la Repubblica, mais de la veille, quoi. Alors qu'à Lima, j'achetais celle fraîchement sortie, etc. Et donc, ça m'a permis de toucher du doigt de façon très tangible ce que j'essayais d'historiciser, en fait. Bon, du Voilà. coup, dis-nous la dernière phrase. Alors, la dernière phrase, du coup. Et alors là, ça va sans doute là aussi rejoindre des choses que. Alors, c'est une très longue phrase, là, Vas-y. contrairement. Ne se contentant plus d'être peint comme autant de l'indigénisme pictural original et faisant écho au texte de Jorge Basadre qui invitait les historiens dès 1931 à comprendre le Pérou comme un problème artistique, le monde indigène semble décidé à produire et à promouvoir ses propres canons esthétiques, une ligne artistique qui fait écho au moment de ce second XXe siècle, pendant lequel l'Amazonie s'est employée à parler, enfin, pour elle-même. Et alors ça, 2014-2022, ça te Ça, conclut, je ne change elle te pas. va? Ça te va ça? Ça va. Et bien, mais bon, la question, c'est ce qui entre. Et celle-là, je les garde. Celles-là, tu les gardes. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, d'avoir Merci à accepté toi. de participer. C'était vraiment passionnant. De toute façon, dès que vous parlez d'Amazonie, c'est toujours passionnant. Et puis, bah, écoute, globalement, d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci beaucoup. Merci pour la bibliothèque tout court, que je suis ravie de découvrir régulièrement.